Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Lancement ce mardi de la campagne sur les procédures d'évaluation environnementale, une campagne qui va s'étendre du 21 juin au 9 juillet prochain. On en parle dans ce journal. Difficile de s'approvisionner en produits vivriers ces derniers jours dans nos marchés. La cherté de ces denrées alimentaires suscite le cri de cœur de vendeurs et acheteurs. Vous les suivrez dans un instant. Et puis, le gouvernement de transition libyen ainsi que les acteurs de la région sont en conclave en Allemagne ce jour pour consolider les acquis d'il y a un an et demi et tenir comme prévu les élections en fin d'année. Bienvenue à toutes et à tous. La campagne sur les procédures d'évaluation environnementale a été officiellement lancée ce mardi 22 juin 2021. Objectif, sensibiliser la population et les acteurs du secteur environnemental sur l'importance de l'évaluation environnementale et sociale. Clémence Tonoucoin était de la partie. Voici son compte rendu. La mise en œuvre des différents projets au mépris des tests en vigueur en matière de gestion de l'environnement est la principale raison de l'organisation de la présente campagne sur les procédures d'évaluation environnementales et sociales. Elle vise à sensibiliser tous les Béninois en général et les promoteurs en particulier sur l'importance de l'évaluation environnementale et sociale dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement dévoile ici les attentes de sa structure. Cette campagne permettra, nous l'espérons, de mieux faire connaître ce pourquoi on demande de faire l'étude d'impact environnemental, ce pourquoi on demande de faire l'évaluation environnementale et sociale stratégique, ce pourquoi nous exigeons des fois les audits environnementaux, les inspections environnementales, les audiences publiques, etc., etc. Et ce sera cette campagne aussi une occasion pour nous de faire connaître, de vulgariser le e-service de délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale. La prise en compte de l'environnement dans les différents projets et programmes est désormais une condition incontournable pour construire des infrastructures résilientes pour un développement durable. C'est une exigence valable pour les promoteurs publics et privés, a rappelé le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. Aujourd'hui donc, les études d'impact environnemental et social, le certificat de conformité environnementale et sociale, les plans de gestion environnementale et sociale ne sont plus l'exigence des partenaires techniques et financiers seuls. C'est une conditionnalité qui gouverne la mise en œuvre intégrale du programme d'action du gouvernement. Ces outils sont valables non seulement pour les promoteurs privés, mais aussi et surtout, selon les instructions du chef de l'État, pour la conduite des projets phares et pilotes, donc des projets publics du gouvernement. La campagne couvre la période du 21 juillet au 9 juillet 2021 avec l'organisation de 4 ateliers dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Boikon et Parakou. Ensemble, on soigne, on apprend et on rayonne. C'est la thématique de la 21e édition de la Journée des réfugiés célébrée ce mardi 22 juin. C'était au cours d'une cérémonie festive qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les détails avec Anne-François Ngbelerinto et Fiak Voitan. Le Bénin tient pour la 21e fois le pari de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. C'est à travers une cérémonie festive présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou. Et pour cette 21e édition, le thème choisi est « Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne ». Un thème qui vient corroborer l'inclusion de ces réfugiés au Bénin selon Guillaume Rompéré, président du Bureau central des réfugiés du Bénin. Nous voulons d'entrée de jeu vous rassurer qu'avant même d'être choisi par la communauté internationale comme thème de cette année 2021, l'inclusion est déjà une réalité que nos réfugiés vivons au quotidien avec le peuple béninois.
En effet, nous sommes des réfugiés urbains et nous avons accès à l'éducation ainsi qu'aux avantages sociaux parmi lesquels la santé, le sport, au même titre que les Béninois. Le thème de notre journée est donc un appel à la vie et à l'engagement. Par cette célébration qui a connu la présence du représentant du Haut Commissariat des réfugiés, le Bénin se met en phase avec la communauté internationale et manifeste son entière adhésion au thème retenu. Ce qui permet au ministre d'affirmer que le Bénin a fait un grand progrès par rapport à l'inclusion des 1405 réfugiés présents sur le territoire national. Le 17 février 2021, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi pour renforcer la protection du réfugié et faciliter son inclusion. En attendant l'aboutissement de cette démarche, le gouvernement veille à l'application sans faille de l'ordonnance 7541 du 16 juillet 1995 portant statut des réfugiés qui pose déjà le principe de cette inclusion. Dans sa mise en œuvre, les élèves et étudiants réfugiés bénéficient déjà de la gratuité de l'école et des mêmes conditions d'accès à l'université que les nationaux. En ce qui concerne l'accès à la santé, les réfugiés sont admis à souscrire aux prestations de la Caisse mutuelle de prévoyance sociale. À cet effet, le certificat d'identification personnelle résident leur est délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. D'autres moments forts de cette cérémonie ont été les tableaux artistiques présentés au ministre par les réfugiés et la remise des attestations aux réfugiés en fin de formation. Les plaintes relatives à la cherté des produits vivriers persistent dans nos marchés. Au marché de Glodigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, vendeurs et acheteurs appellent le gouvernement au secours. Suivez le reportage de Clémence Tonoucoin, Espérancia Dancon et Damien Pedro. Depuis quelques mois, les usagers des marchés se plaignent de la cherté des prix des produits de première nécessité. La cliente Afi, rencontrée au marché de Glodigbe, nous en parle. Les choses sont très chères dans le marché. On utilise le double de l'argent qu'on utilisait avant pour acheter la même chose. Tout le monde se plaint. On implore l'aide du gouvernement pour que les vivres diminuent de prix. Triste, visage fermé, le regard perdu dans leurs marchandises, à l'image de Dame Martine, les vendeuses attendent de potentiels clients. Depuis le matin, c'est une seule cliente que j'ai reçue. On ne vend pas du tout. À en croire Dame Renfort, depuis quelques jours, les prix ont commencé par chuter. Malgré cela, les clients se plaignent toujours. Le sac du gari est passé de 24 000 à 19 000 francs CFA et le kilo de 500 à 350. C'était cher parce qu'on n'avait pas trouvé de champ pour cultiver le manioc. Maintenant, le président Patrice Talon a interdit l'importation du gari. C'est pourquoi le prix a diminué. Malgré cela, la population demande que le gari revienne à 200 francs ou 250 francs. Pour M. Ronga, cette cherté est aussi due à la rareté des pluies. Je suis vendeur d'huile rouge. L'huile rouge actuellement est très chère. Pourquoi c'est cher? Parce qu'il n'y a pas la pluie. Comme il n'y a pas la pluie, on ne peut pas trouver noix de palme. La raison pour laquelle noix de palme est chère. Et comme noix de palme est chère, l'huile aussi est chère aujourd'hui. Unanimement, vendeurs et clients implorent l'aide du gouvernement pour que les prix reviennent à la normale. Le préfet du littoral, à travers un arrêté en date du 16 juin 2021, a étendu l'obligation du port du casque aux passagers de moto. Le même test n'autorise que 2 personnes sur une moto. Un arrêté préfectoral qui a suscité diverses réactions de quelques usagers de la route. Suivez quelques-uns au micro de Clémence Tonoucoin et Jean-Baptiste Boucault. L'arrêté est la bienvenue parce que le port de casque, c'est pour nous sécuriser, d'après moi. Il faut porter le casque. Même celui qu'on remorque doit porter le casque. À 2 sur la moto, on porte le casque et on est libre, on est sauvé.
On ne peut pas surcharger sur la moto, une moto, mais la moto n'est pas protégée. Tu es sur la moto, tu n'es pas protégé. Et tu surcharges encore. Du coup, quand un incident arrive, il faut voir ce que ça va créer comme dégâts. Effectivement, la vie coûte cher, tout est cher aujourd'hui. Si le préfet pouvait nous accorder un délai afin que tout le monde fera tout possible pour en approvisionner du casque. Je pense que cette décision préfectorale, tout doucement, ça fait partie du quotidien du Béninois désormais. Tout le monde l'a compris. Et ça devient beaucoup plus important parce que déjà, ça protège notre vie. Celui qui est derrière doit porter le casque, celui qui est devant aussi doit le porter nécessairement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par parler de cette histoire. Il y a longtemps, depuis le régime passé. Donc celui qui se lève aujourd'hui et justifie cela comme étant la cherté de la vie, on ne peut pas avoir un casque sur soi. Je pense qu'il a fait preuve de négligence. La moto est confectionnée pour 2 places. Mais quand vous transportez 3, vous transportez 4. Mais ce à quoi vous êtes exposé vous-même, ouais, vous le savez. Le fait de dire que la personne qu'on a remorquée là doit aussi porter son casque, non, ça ne peut pas marcher. Donc n'importe qui que toi tu remorques là, ce dernier doit porter son casque. Ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas dire que tout ce qu'on a vu à l'extérieur, et c'est 100% qu'on va faire au Bénin, ça ne peut pas marcher. Je suis d'accord pour celui qui est en train de construire et de conduire la moto. Mais celui qui est derrière... attendons pour voir. Là, il n'y a rien à dire. Il a raison. Une personne derrière, ok. La loi est bonne, mais ce qui suit derrière, vous voyez, non? Par exemple, moi, je n'ai rien et on me dit de payer un casque pour que celui qui est derrière va porter. Mais je trouve ça qu'eux-mêmes n'ont qu'à revoir ce paramètre-là. Si c'est pour créer ici un emploi durable, c'est bon. Mais c'est pour acheter avec beaucoup d'argent et enrichir ces gens qui travaillent dans les usines, qui vont avoir de l'emploi en plein temps là. Et nous, on va chômer, continuer de chômer là. Je vois qu'eux-mêmes, ils n'ont qu'à réfléchir à ça là d'abord. L'actualité sur le continent à présent, 1 an et demi après la conférence sur la Libye en Allemagne, le pays accueille ce mercredi une rencontre internationale avec les acteurs de la région et pour la première fois, le gouvernement de transition participe à la réunion avec le ministre des Affaires étrangères allemand. Objectif, consolider les acquis et mettre les garanties en place pour la mise en œuvre des accords et la tenue des élections en fin d'année. Le Premier ministre libyen emploie les grands moyens. C'est à la manœuvre d'un tractopelle qu'Abdelhamid Dbeibah a dégagé en personne 3 barrages de sable qui participaient à bloquer un long tronçon d'une route côtière qui traverse la Libye d'ouest en est, de la frontière tunisienne à la frontière égyptienne. En ce jour béni et historique, nous participons à l'ouverture du principal axe vital qui relie l'Est et l'Ouest de notre pays et qui facilite la communication entre les peuples du Nord et du Sud. Mon cher peuple, depuis cette tribune, j'appelle tous nos frères et nos fils à renoncer à la division, à oublier les rancunes et à avancer vers la reconstruction. Une partie de la route reste fermée et contrôlée par les forces du maréchal Haftar, écartées des négociations qui ont abouti à l'actuel gouvernement d'unité nationale. Mais cela reste un pas important vers la pacification du pays, alors qu'a lieu ce mercredi la 2e conférence sur la paix en Libye à Berlin, sous l'égide de l'ONU. Au programme, les élections prévues en fin d'année et le retrait des troupes étrangères actuellement présentes dans le pays. L'accent sera mis sur les préparatifs en vue des élections prévues le 24 décembre et le retrait prévu selon les termes du cessez-le-feu des troupes étrangères et des mercenaires de Libye. Les mesures visant à unifier les forces de sécurité libyennes seront également discutées. Les Libyens espèrent que le gouvernement de transition saura ouvrir la voie à un avenir plus serein après une décennie de chaos politique depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Après un taux de boycott record au premier tour des élections régionales et départementales en France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est expliqué ce matin devant le Sénat sur les dysfonctionnements observés au cours du scrutin.
Oui, il y a eu des dysfonctionnements, c'est ce qu'a reconnu Gérald Darmanin lors de son audition par la commission des lois du Sénat. Le ministre de l'Intérieur, qui a été interrogé pendant un peu plus d'1 heure, a été confronté en début d'audition aux images de bulletins de vote brûlés par exemple en Haute-Savoie ou éparpillés sur la route dans l'Eure. Sur les raisons de ces dysfonctionnements, Gérald Darmanin a rappelé le défi logistique que présentait cette double élection, précisant que le pays n'en avait pas organisé depuis 1986. Il a aussi évoqué un potentiel manque d'expérience de la part de l'un des fournisseurs en charge de la distribution des professions de foi, prestataire qui se nomme Adrexo. Gérald Darmanin qui a estimé, et il l'a rappelé plusieurs fois, ces dysfonctionnements ne sont pas les seuls responsables de l'abstention record du premier tour de ces élections régionales et départementales. Quant aux solutions envisagées, le ministre de l'Intérieur a évoqué plusieurs pistes. Je vous propose de l'écouter. Je pense qu'il faudrait des dates sur la distribution pour telle ou telle élection, en se disant c'est une semaine avant, 15 jours avant. Il faudrait en décider de savoir quel est le meilleur moyen pour la participation, afin peut-être d'assurer un moment de rattrapage par la société ou par l'État si jamais on n'a pas reçu la propagande. Premièrement, cette date n'existe pas, et donc on ne peut pas l'imposer aux missionnaires du marché. Je crois que ce qui serait le plus efficace, bien évidemment, ce serait de pouvoir considérer que lorsqu'on distribue la propagande électorale, on puisse la mettre à disposition aussi des électeurs, y compris le jour du vote. Je ne suis pas certain, Monsieur le Président, et je suis tout à fait prêt à y répondre, puisque je me suis intéressé à cette question dès ma nomination, que nous aurions pu changer grand-chose, vu les décisions dictées par les mesures sanitaires, et dont chacun se rappelle à l'époque la grande question qui se posait pour la tenue de ces scrutins, et dont j'ai rappelé que beaucoup de nos pays voisins avaient reporté ces élections. Je ne suis pas certain que nous aurions pu faire absolument mieux avec les impositions de marché et les règles sanitaires qui nous étaient imposées. Gérald Darmanin qui a aussi indiqué que les deux prestataires faisaient leur maximum pour que ces dysfonctionnements ne se reproduisent pas lors du second tour. Mais il a aussi prévenu, il est évident que 100% de la distribution de la propagande électorale ne pourra être assurée. Des explications qui étaient très attendues par la commission des lois. Nous attendons beaucoup de vous ce matin, a par ailleurs indiqué le président de la commission en début d'audition. La commission des lois qui devrait à présent entendre les patrons de la Poste et d'Adrexo sur ces différents dysfonctionnements donc, qui ont entaché le premier tour des élections départementales et régionales. 9e conférence de Moscou ce mercredi sur la sécurité internationale. Le président russe Vladimir Poutine a présidé la cérémonie d'ouverture. Pendant 2 jours, ils vont discuter des questions de maintien d'ordre international et de la sécurité mondiale. Près de 130 pays participent à la conférence organisée sous l'égide des Nations Unies. À l'occasion de l'ouverture de cette 9e conférence sur la sécurité internationale, Vladimir Poutine s'est exprimé dans son message. Il a fait savoir que la Russie cherchait avant tout à construire une armée qui réponde à des objectifs de défense et qu'elle recherchait à ce qu'il y ait un équilibre au niveau mondial, ni plus ni moins, autrement dit, que la Russie n'avait pas de but hégémonique. Elle a également rappelé son attachement au droit international, à la coopération et au dialogue diplomatique. Écoutez. Les conflits armés régionaux suscitent la préoccupation, les risques de prolifération des armes de destruction massive, l'activité des groupes criminels internationaux, des narcotrafics et de la cybercriminalité. Le terrorisme international constitue toujours une menace particulière. Je le répète, l'ampleur et le caractère planétaire des problèmes mentionnés imposent pour tous les pays d'unir leurs efforts. Et ce travail collectif doit évidemment s'appuyer sur le droit international, les objectifs et les principes de la Charte de l'ONU. Mais quand il faut, la Russie sait également intervenir sur le terrain afin de participer au règlement de conflits régionaux. Le président russe a entre autres cité les exemples de la Syrie ou encore du Haut-Karabakh. Enfin, il a évoqué l'escalade militaire de l'OTAN aux frontières du territoire russe. Nous ne pouvons pas rester indifférents à l'augmentation du potentiel et des infrastructures de l'OTAN à proximité des frontières de la Russie. Surtout que l'OTAN refuse nos propositions de désescalade et de réduction des risques d'incidents imprévus. Nous espérons que le bon sens et le souhait de mener
avec nous des relations constructives, domineront finalement. Dans son allocution, le président russe a expliqué, justifié les axes de développement de l'armée russe. Il a également rappelé le rôle que la Russie joue et compte jouer dans l'arène internationale. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.